Le truc qu'ils ont, la Sky, machin. Vous qui nous regardez, là où vous êtes, sans oublier bien entendu les followers à cause des réseaux sociaux, merci d'être là. Merci de votre fidélité. Eco-Club est de retour. Eco-Club fait sa rentrée après une période, je dirais, de vacances, courte période de vacances du plateau. À cette occasion, les clubistes, c'est le concept qui émerge. Tous ceux qui sont sur le plateau d'Eco-Club, les clubistes, ici présents, parleront, je dirais, non pas de la rentrée, mais des rentrées. À savoir, rentrée scolaire, rentrée universitaire, rentrée du monde politique, du microcosme politique, et rentrée, bien entendu, des acteurs économiques. Chacun des clubistes, ici présents sur le plateau, fera son analyse en l'étayant d'éléments, je dirais, de contexte, éléments contextuels locaux, nationaux, mondiaux, internationaux, si vous voulez, pour soutenir, étayer, comme je l'ai dit, cette analyse. Et nous échangerons de cette manière-là. Et dans la progression de cette émission, je l'espère, enfin c'est encore un souhait que je pense partager par tous ceux qui sont avec moi sur le plateau, le club, nous poserons la question qui cristallise toutes les attentions, à savoir la Guadeloupe. Cette question, elle est très simple aussi, nous échangerons là-dessus, chers amis. Guadeloupe, rupture ou dépendance dans un environnement mondial qui est celui de l'interdépendance. Voilà un peu, en quelque sorte, le cocktail qui nous rassemble aujourd'hui. Et nous allons, bien entendu, préciser le thème de l'émission. Le thème sera écrit, bien entendu, à l'antenne. Le thème, il est très clair. Les rentrées, analyse des clubistes, c'est-à-dire des amis qui sont sur le plateau ici d'Eco-Club. Alors, comment se présente ce plateau? Vous nous connaissez tous. Il y a notre ami Ramaille, qui va se présenter à l'instant tout à l'heure. Il y a notre ami Raphaël Spironel, Édouard Collet, et bien entendu notre ami Nico, qui sera avec nous en visioconférence. Un bonjour à l'absence de notre ami René, n'est-ce pas, qui, je l'espère, sera avec nous la semaine prochaine. Il a expliqué les raisons de cette absence. Voilà un peu comment les choses vont se présenter dans le cadre de cette émission. Alors, chers amis, nous venons donc d'abord à vous souhaiter, enfin c'est ma mission d'abord, c'est de vous demander d'abord, cher ami ici du plateau, Ramaille, ces vacances, comment c'est passé? On se retrouve, on était en voyage, qu'est-ce que ça a donné? Deux mots des vacances pour dire bonjour. Bonjour à toi et bonjour aux téléspectateurs. Oui, alors, bonjour à tous, bonjour aux amis du plateau, bonjour à ceux qui nous regardent. Et bien entendu, les vacances se sont déroulées dans de bonnes conditions. Nous retournons en forme pour pouvoir mener des débats qui, j'espère, vont intéresser le public et que chacun va trouver son compte. Cher ami Raphaël, clubiste également, qu'on connaît la pertinence des analyses, la verticalité de l'homme qui se partage, je dirais, le présent entre les eaux, si on peut dire. Alors Raphaël, vacances. Non, les vacances excellentes, mais je suis né pour être en vacances, hein, entre parenthèses. Oui, c'est aussi une bonne manière de gérer sa vie aussi. Hein. C'était excellent, mais ce qui est bien avec les vacances, c'est aussi le retour. Donc la fameuse rentrée dont tu parles. Oui. Donc le retour aussi excellent et on est en forme pour ce qui nous reste à parcourir ensemble. Ah ben, c'est très bien bien dit. Et bien entendu, Édouard Collet, que nous connaissons, de l'équipe, le clubiste en quelque sorte aussi. Alors Édouard, ces vacances,
D'abord, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Mais je suis très content d'être là parce que je ne vous cacherai pas, mes chers amis, que j'ai été un peu assailli de demandes, d'interventions. Alors que faites-vous? Quand est-ce que vous reprenez? Il faut absolument revenir sur l'écran. Il faut qu'Eco-Club revienne. Alors nous voilà effectivement sur une nouvelle monture, puisque, et ce que j'apprécie d'Eco-Club, c'est sa capacité à s'adapter, hein, puisque aujourd'hui c'est toi qui as l'honneur d'animer et de présenter l'émission, et peut-être que demain ce sera Raymond, peut-être toi ou peut-être moi demain. Mais en attendant, la flexibilité, l'adaptabilité. C'est cette adaptabilité qui est intéressante et qui fait que justement que nous avons ces échos-là, nous avons ces personnes que je salue, hein, toutes et tous, hein, qui tous les jours nous disent combien ils sont contents de nous entendre, à partager avec eux justement ce moment-là, à discuter de l'actualité locale, internationale, régionale, à travers effectivement nos contradictions, nos idées, nos pensées. Nous n'avons pas justement le monopole de la pensée unique, mais en tout cas la symbolique de pouvoir dire ce que nous pensons. Et c'est ce qui est excellent dans Eco-Club. Je salue un des grands parmi nous, donc Mandré, dont je sais qui justement essaie de revenir vers nous, mais il est bienvenu, il sera toujours le bienvenu. Un grand salut à toi, et à très bientôt, hein, sur ce plateau-là. Alors, l'information que tu viens de donner, effectivement, à cette, c'est pas appel, mais cette sensibilité du public, hein, l'égard au club, ça se ressent un peu partout. Je pense que tous nous sommes témoins des personnes qui, des appels, des sollicitations, des interrogations autour de notre retour. Donc, nous sommes bien là et nous faisons donc ce travail. Alors, messieurs, je dirais à l'entrée même du début de ce sujet, avant de débuter le sujet, il y a un événement qui cristallise véritablement les attentions. C'est la mort de la reine Élisabeth II, et il aura émergé Charles III. Alors, on sait que nous sommes bien éloignés de tout cela, n'est-ce pas? Mais c'est une figure, je dirais, non seulement dans son espace géographique, donc le Bretagne, mais dans la Caraïbe aussi, parce qu'il y a eu des colonies. Mais nous voyons très bien que cette question a rassemblé un peu au-delà même de l'Angleterre. Alors que dites-vous là-dessus? Je ne sais pas où je vais commencer, peut-être à ma droite, ma gauche spatiale, à toi, Raphaël. Je sais pas. Bon, on va y aller. C'est sûr que c'est une figure emblématique parce qu'elle a une dimension de sacré que tous les autres n'ont pas, ou de consacré peut-être plus que sacré. C'est une. Alors moi, j'étais par rapport à ta question, je suis très controversé. Manifestement, c'est une figure historique emblématique. C'est bon, elle a fait toutes les guerres, elle a fait tout, elle a connu toutes les grandes personnes. C'est la chef d'un empire, le Commonwealth. C'est une des dernières chefs des grandes colonies. C'est une envergure chef d'État, mais dans sa dimension. Bon, ok. Bon, ceci dit, elle avait 96 ans, 70 ans de règne. Bon, ça va, on peut partir tranquille hein, dans ces conditions. Elle aura du mal à rentrer au paradis, parce que je ne sais pas si elle connaîtra mieux que ce qu'elle avait déjà. Bon, enfin, je lui souhaite bonne voie, avec toute la déférence républicaine qui est celle de mecs comme moi. Mais c'est vrai que c'est véritablement une page qui se tourne. Une page qui se tourne... notamment pour son pays. Et il aura du mal à retrouver, je pense, avec la modernité, parce que c'était quand même, c'est une trace quand même de, je vais pas dire d'archaïsme, parce que c'est pas comme ça. Faut vraiment comprendre la mentalité anglaise, hein, et ça, c'est pas un archaïsme ou un anachronisme, c'est pas anachronisme, c'est pas ça. Mais c'est quand même, on aura du mal avec Charles III, Charles III pour commencer, mais à retrouver cette espèce d'engouement qu'il y avait pour quelque chose qui était avant tout un pur symbole. Symbolique. Un pur symbole, c'est une pure symbole. Et l'émanation d'un monde ancien, peut-être même très ancien, sauf ce qui est resté dans les mentalités, et qui, à l'heure des différentes modernisations, aura du mal à subsister. Donc figure emblématique. Je signale aussi sans doute, bon, il y a eu l'Espagne aussi qui est entrée dans une voie de la démocratie avec après Franco. Maintenant c'est John Carlos qui est à l'œuvre. Et encore beaucoup de contestations aussi dans le cadre de l'Espagne. Non, mais les royautés sont pas mortes, mais incarnées comme ça. Oui. C'était quand même la plus
la moins contestée. Jeanne Carlos est contestée. Peut-être elles sont peut-être mises à mal du fait des exigences de notre temps. C'est ça. Pardon. Et elles sont mises à mal, effectivement. C'est vraiment le terme. Par les exigences de notre temps, ce que j'appelle la modernité ou les modernisations. Mais elles sont quand même... Alors, en Angleterre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait quand même dégagé une niche éco-symbolique, éco-affective, qui était tout à fait particulière et qui fait qu'elle a vécu pédard, quoi. Très bien. En tout cas, c'est un événement, au-delà même du pays concerné, c'est un événement. Alors, Édouard, je viens d'arriver à Ramaille. Édouard, figure emblématique aussi. Oui, absolument. C'est vrai que le coup de tonnerre a été d'autant que ça m'a coïncidé avec la date d'anniversaire de Lucette Michaud-Chevry. Bon, donc, oui, que de symboles. 96. Exactement, et donc que de symboles. Vous imaginez, je suis resté plus sur le symbole local. Et en même temps, donc, il identifiait justement donc à la souveraine d'Angleterre. Oui, je crois que Raphaël a dit ce qui est pour moi, en tout cas, l'essentiel. C'est une figure de proue historique, d'autant que elle est la figure d'un régime particulier qui est un peu en contradiction avec justement l'ensemble de ce que nous connaissons en termes justement de leadership, donc de souveraineté, puisque nous sommes sur une monarchie parlementaire, c'est le système de Westminster, c'est ça, en Angleterre. Et donc on voit bien que, et c'est un peu mon propos sur la contradiction, c'est de se dire que voilà, un régime monarchique parlementaire tel que celui d'Angleterre a réussi à survivre. Donc justement aux évolutions donc géopolitiques, politiques justement du monde et en tout cas de l'Europe singulièrement. C'est vrai que l'Espagne connaît justement une monarchie, mais c'est vrai que on peut se questionner. Et puis bon, quoi de plus symbolique elle de son parcours, quand même 96 ans, donc plus de 40 ans de règne, et donc c'est quand même. Et puis elle a connu plus proche de chez nous, quand même sur les Commonwealth britanniques, donc la souveraineté donc dans les pays de la Caraïbe, dont certains se sont émancipés de la couronne et ont souhaité justement pouvoir voler de leur propre aile. Donc cette contradiction, elle est de mise, d'autant que justement, est-ce que aujourd'hui on peut toujours dire la reine est morte, vive le roi, sachant qu'aujourd'hui les conditions socio-économiques du monde appellent à une nouvelle idée de la gouvernance. Puisque tu l'as dit, c'est vrai que c'est sur les deniers des Anglais qu'elle vit. Et les crises que nous connaissons actuelles, justement, peuvent appeler justement à une nouvelle façon de penser justement les gouvernances. Voilà donc deux visions qui se tout à fait et que nous éclairent sur cette figure emblématique, n'est-ce pas, d'Elisabeth II. Alors, avant d'arriver à Nico qui nous écoute, j'imagine, grand bonjour à toi, Nico. Je reviens vers toi, Raymond. Alors, c'est un phénomène important, on l'a dit, figure emblématique. Qu'est-ce que tu ressens un peu de tout cela et qu'est-ce qu'il y a à retenir, en fait, cette grande dame? Alors, c'est vrai que Édouard et Raphaël ont déjà quasiment fait, ont tout dit. Cependant, effectivement, c'est une figure emblématique. Nous sommes un peu loin, mais en même temps, nous sommes tout près parce que tous les pays, les îles qui nous entourent, sont des pays, pour la plupart, faisant partie du Commonwealth. Et donc, on sent bien qu'il y a la présence de la reine de la Caraïbe à la porte de chez nous. C'est toujours douloureux. La mort, c'est quelque chose de toujours douloureux. Je comprends la tristesse des Anglais et de la Grande-Bretagne d'une manière générale. Et donc, on peut dire cependant, il y a une femme qui est partie, un homme qui est rentré, la reine est morte, le roi est rentré, et qui correspond presque avec, sur le plan politique, en Grande-Bretagne, Boris Johnson qui est parti, un homme, et il y a une femme qui rentre, Liz Truss. Donc, on voit il y a une symétrie dans et donc, voilà. Donc, c'est une page qui se tourne, je dirais une page qui se tourne naturellement. C'est le cours de la vie, il n'y a pas vraiment de surprise. Bon, tout le monde s'attendait qu'à 96 ans, plus de 70 ans de règne, effectivement, il fallait bien que la page se tourne un jour, hélas. Mais voilà, je serais tenté de faire un petit parallèle entre la reine, le décès de la reine, et la guerre en Ukraine,
qui est quand même... c'est vrai que c'est la tristesse qui jette une sorte de nappe de plomb sur le monde, mais aussi la guerre en Ukraine qui, de la même manière, change le fonctionnement du monde, notamment sur le plan économique, sur le plan de l'inflation. On voit comment ça touche l'ensemble de la planète, comme le décès d'Elisabeth II. Eh bien, c'est une page naturelle qui se tourne. Là encore, c'est une figure, on le reconnaît, c'est l'élément emblématique aussi. Absolument. C'est annoncé par Raphaël, qui était à retenir. Je voudrais rebondir tout de suite. On est déjà dans Nico aura la parole tout à l'heure. Non, mais c'est Nico. Mais je voudrais rebondir tout de suite quand même sur la comparaison, l'espèce de parallèle, l'analogie, de ressemblance que Raymond fait avec la guerre d'Ukraine. Parce que quand je parlais des modernisations, comment un peuple, comment un groupe se modernise et que s'adapte à la modernité, non, l'Ukraine, c'est diamétralement opposé. Il y a deux choses qui sont communes entre la Russie et le comment dirais-je, la Grande-Bretagne. Oui. C'était des empires. Des empires. Et c'était des colonies. Enfin, ils avaient des colonies. La Grande-Bretagne a géré d'une certaine manière à travers le Commonwealth et la libération progressive dans des conditions qu'on connaît. Ces différentes colonies, historiquement, depuis un certain temps. La guerre d'Ukraine, c'est une guerre d'empire, reconstituer un empire, et c'est une guerre de colonie, de colonisation de l'Ukraine. Donc, il y a deux devenirs là, historiques, deux flashs, qui sont assez intéressants sur la manière dont s'écroule ou s'écroule pas ce qui a été dans pas les siècles, enfin la génération d'avant, des empires, et la manière dont ces empires-là ont maintenu leur hégémonie sur des peuples, et la manière dont ils ont colonisé aussi pour pouvoir être les grandes puissances qu'ils étaient. Et l'Angleterre, on aime ou on n'aime pas les Anglais, mais la façon, c'était quand même eux qui ont fait l'apartheid. Ils ont fait l'apartheid. Donc c'était quand même très très dur. Mais toute l'histoire de la décolonisation, parce que ça va être intéressant, ça va arriver aussi ailleurs en France et compagnie. Toute l'histoire de la décolonisation anglaise n'a rien à voir avec l'histoire de l'effritement de l'Empire russe, et bien sûr par rapport à nous en France, qui reste quand même toute cette dimension d'empire et aussi cette dimension de colonie d'une certaine manière, même si les noms ont changé entre-temps. Ça va être intéressant de voir comment l'histoire va métaboliser un peu tout ça. Il y a beaucoup à attendre. En tout cas, je souscris tout à fait à cette analyse parce que nous avons entendu Macron en Afrique. Voilà, exactement. C'est le discours, c'était la colonisation et puis... et le refus de reconnaître, le déni. Donc, fantastique par rapport à cette histoire d'empire et cette histoire de colonisation. Une vision tout à fait d'actualité, tout à fait juste. Alors, Nico, notre ami, il a... je pense que tu es avec nous là. Oui, ça va très bien. Je suis loin, mais prêt. Content de te retrouver avec nous, Nico. Il est loin, mais il est beau. Il est loin, toujours. Alors, que les Peuls disent les Blancs ont beaucoup travaillé. Voici la preuve. Tobacco Gold, comme ils disent. C'est très bien, c'est très bien. Alors, tu vas bien, ça va? Pour les vacances agréables? Ça va. Je ne suis pas des vacances, mais je suis très bien. Oui, je sais. En fait, je veux te dire, les vacances sont terminées, mais quand même. Qui est le nôtre. Ça va. Oui. Ah bien, c'est parfait, c'est parfait. Alors, Eco Club, cela a été annoncé, tu le sais, nous reprenons le plateau, n'est-ce pas? Et puis, nous avons, le thème a été précisé, nous allons, le thème de l'émission, les rentrées, analyse des clubistes et des clubistes. Et d'entrée, nous avons jugé bon d'aborder, de dire des mots de la reine Elisabeth qui s'en est allée. Alors, Nico, où tu es, qu'est-ce que tu penses? Tu es dans un univers géographique qui est tout autre, tu vois autour de toi l'émulation, les attentions. Alors, que dis-tu de nous? Comment tu perçois cette réalité-là, toi, Nico? Et comment tu ressens ça aussi dans ton environnement? Parce que tu n'es pas avec nous, là, ici, en Guadeloupe, tu es à l'extérieur. Alors, si tu veux, tu dis deux mots, c'est bien. Moi, j'ai deux mots. Le premier mot, c'est sujet. Et le premier mot, c'est citoyen ou concitoyen. L'Empire britannique avait des sujets et l'Empire français s'était forcé de nous faire croire, de nous dire, ou de réussir à faire passer l'idée que nous sommes des citoyens. Et donc, c'est ça la différence. Et donc, si on a colonisé de manière différente, on doit aussi décoloniser de manière différente. C'est-à-dire que pour les anglo-saxons, c'est simple, vous êtes des sujets, donc c'est simple. Bon, quand vous êtes prêts, vous partez. Ou quand on veut plus de vous, vous partez. Bon, on traite les humains comme on traite des sujets. Bon. Le cas de la France, c'est beaucoup plus compliqué.
lorsque la France, elle, a dit à ses colonies, vous n'êtes pas des colonies, vous n'êtes pas des sujets, vous êtes des citoyens, elle crée une difficulté pour pouvoir après sortir de cette contradiction-là. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème de l'avenir de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. C'est comment des gens à qui vous avez dit vous n'êtes plus des sujets, vous êtes des citoyens, comment ceux-là peuvent-ils finalement marcher vers l'émancipation? C'est ça le débat. Mais les Français sont très, très, très subtils et on peut leur faire confiance pour, après avoir noué une question simple, tenter de la dénouer historiquement. C'est d'où le thème que tu poses, à savoir la rupture ou pas. C'est en lien direct avec ces deux modes différents de colonisation et nécessairement deux modes différents de décolonisation. Deux mots différents de décolonisation, nous savons que nous n'allons pas refaire l'histoire, mais elle était bien à l'œuvre dans les années 60, 70, 75, lorsqu'il y a eu, cette vague de décolonisation, et notamment tout l'Empire, au sein de l'Empire britannique. Alors, cette grande dame, cette grande figure, il faut aller bien, il faut dire les mots tels qu'ils sont, cette grande figure, Élisabeth II, eh bien, a connu dans le XXe siècle l'histoire de la décolonisation. Elle a participé. Elle était aussi, je dirais, dans l'action, ne serait-ce que dans l'analyse, dans l'appréciation qu'elle portait sur ce phénomène, parce qu'il y a un mode de fonctionnement, je dirais, dans ce pays-là. Alors, si tu es avec nous, Nico, tu donnes ton avis là-dessus? Cette vague de décolonisation qu'on a connue fin des 60, 70, 75, je crois, avec la Dominique, maintenant on parle du Commonwealth, de ceux qui pourraient éventuellement, des éventualités qui pourraient éventuellement se présenter après la disparition d'Élisabeth II. Alors, quelle est ta vision un peu sur tous ces points? Alors, si tu veux, Jean, bon, en remerciant d'abord, parce que l'image est très très jolie. Moi, je suis sur un Zoom, on dirait que je suis en Guadeloupe. C'est nos amis de Corail qui font ça, ils sont très très forts. Bien. Quand on colonise de manière différente, on décolonise de manière différente. C'est-à-dire que quand vous avez des sujets de l'Empire britannique, on peut plus facilement leur dire, écoutez, la porte, elle se trouve ici, voici le chemin, on flèche la sortie. À la limite, j'ai même envie de dire, ça ne coûte pas grand-chose. Tant au plan économique qu'au plan humain, alors, on réaménage sa relation. Mais quand vous avez dit à des gens, vous êtes Français comme moi, vous êtes des Français à part entière et non pas entièrement à part, comment peut-on leur vendre le fait qu'il y a un chemin qui conduit vers l'émancipation où eux-mêmes sont pleinement responsables? C'est difficile, c'est difficile. Et donc, autant, moi je lis avec beaucoup de simplicité la décolonisation anglo-saxonne, qui est dans l'air du temps, ça fait pas très très bon d'avoir des esclaves ou des sujets. Donc, si on pose des gouvernements, si on choisit soi-même ceux qui dirigent, c'est simple. Même si, il y a une chose qui est assez grave, il paraît que Eugène Charles avait écrit au gouvernement français pour dire « je veux devenir département français ». Bon, ça, c'est un débat. Alors, pour revenir à nous, en tant que Français, ici c'est les Afro-Caribéens français, c'est clair que l'appartenance ou la relation avec la France, elle est beaucoup plus complexe, que dans les pays anglo-saxons. Et notre sortie vers l'émancipation est nécessairement aussi beaucoup plus complexe. Mais l'esprit pacarité a dansé le tête. Si nous réfléchissons, soyons sûrs que la France aussi réfléchit. C'est bien dit. On a eu ta version, c'est une question, c'est un sujet extrêmement complexe. Alors, Raphaël, des réactions là-dessus? Oui, rajouter deux choses à ce que Nico disait, si je peux me permettre, mon cher Nico. Bien sûr, Raphaël, pas de problème. C'est très très important de comprendre ces soubassements socio-historiques, socio-culturels. La Grande-Bretagne, une des définitions sociopolitiques, c'était quand même l'apartheid. Ça veut dire le développement séparé. Et on trouve ça encore. Et donc, c'était aussi au niveau philosophique, to be or not to be. Donc, à partir de là, le sujet émerge comme sujet de désir, comme sujet de droit, de façon autonome, pour revenir à ce que disait. Donc, si vous voulez être sujet, débrouillez-vous, vous êtes sujet, démerdez-vous. Alors que ce n'est pas du tout le cas. En France, où on est dans un système d'assimilation
et où l'identité de l'autre est niée ou déniée à travers une espèce de vision de synthèse autour d'une entité projetée qui serait la citoyenneté. Donc c'est pas du tout les mêmes approches historiques, et effectivement, comme disait Nico, c'est pas du tout les mêmes possibilités de sortie entre un système qui te définit comme étant c'est toi, to be or not to be, c'est toi, c'est moi ou c'est toi, etc. Ou un système comme le français qui est dans un mélange de genre et de style et de personnes. Alors très bien, c'est bien noté, il s'agit d'approches tout à fait différentes. Différentes, oui. Et puis par conséquent, qui nécessitent à l'heure où l'on est une progression dans ces questions qui nous interpellent Et une progression qui respecte les dimensions culturelles. Les dimensions culturelles, dimensions historiques. Et culturelles, oui, et aussi l'état du présent. Voilà, l'état du voilà, présent exactement. sous toutes les formes. D'accord. Voilà, cela dit, alors je sais qu'on me fait signe la pub. Nous prenons une petite page de publicité, comme on dit chez nous, télé pas capaché sans télé, sans publicité. À tout à l'heure, nous revenons à vous, chers téléspectateurs. Nico, reste en ligne avec nous. Merci. Voilà. Après cette courte page publicitaire, eh bien, nous revenons vers vous. Nous revenons vers vous pour aborder, je dirais, le cœur même de notre émission aujourd'hui, les rentrées, analyse des clubistes, ceux qui sont sur le plateau d'Éco-Club aujourd'hui. Analyse des rentrées, de quelle entrée? Je l'avais dit, entrée scolaire, universitaire, du monde politique, le microcosme politique, et rentrée également des acteurs économiques. Bien. Alors, messieurs, vous-même, nous sommes tous d'accord là-dessus, ces entrées, si on peut dire ainsi, que ce soit entrée scolaire, universitaire, monde diplomatique et monde politique et acteurs économiques, nous avons assisté à une couverture médiatique extrêmement, je dirais, large, soutenue, étendue de ces entrées-là. Il n'a pas été nécessaire que nous allions vers le centre, où se trouvent les téléspectateurs qui nous connaissent, et bien d'autres, n'est-ce pas, pour connaître ce qui se passe là-bas. La rentrée scolaire ici, vous voyez dans ce contexte-là, est-ce que c'est une rentrée, vous pouvez dire qu'une entrée, je dirais, bon enfant, tranquille? Est-ce que c'est une entrée, je dirais, chaotique? Est-ce que c'est une entrée, disons, simplement atypique? Ce sera donc à vous, comment vous voyez ça, et quels sont les éléments, je dirais, de notre contexte du moment, contexte locaux, nationaux, internationaux, pour étayer cette analyse. Alors, à vous, nous allons vers avancer dans ce... Alors, comme vous avez vu, monsieur Ramaille, cette rentrée en Guadeloupe, par exemple, ces rentrées. Alors, c'est, en fait, en général, c'est la rentrée scolaire qui pilote un petit peu les différentes rentrées. Si on peut dire. Et s'agissant de la rentrée scolaire, effectivement, on entend les uns et les autres, notamment les organisations syndicales qui donnent leur avis, et puis il y a des petits bobos par-ci, par-là, mais je dirais, tu as dit dans ton introduction, pour moi, c'est une rentrée qui est très classique, très normale par rapport aux rentrées atypiques que nous avons connues en 2020 et 2021. Donc, par rapport à ces deux années-là, moi, c'est une rentrée qui est tout à fait normale, et il était temps d'avoir une rentrée normale. Et il n'y a pas tant de bobos que ça, même si de temps en temps, on rencontre dans une tel ou tel établissement, il y a quelques petits problèmes à régler, comme ça s'est toujours fait tant en Guadeloupe qu'ailleurs. Donc, pour moi, c'est une rentrée au niveau scolaire tout à fait classique, et sans pour moi, ayant fait partie de la maison pendant très grand nombre d'années, comment dirais-je, une demi-génération, je dirais. Pratiquement. Donc, j'ai connu pire. Et donc, pour moi, c'est une entrée très classique. Par contre, la rentrée politique, c'est une entrée qui était un petit peu, qui est un peu plus turbulente, je dirais, avec la rencontre de nos parlementaires, de nos chefs d'édilité, de l'outre-mer avec le président Macron. Et aussi, pour faire une petite synthèse, aussi le boom qu'on a connu hier pour l'élection à la mairie de Sainte-Anne. Oui. Et donc, c'était contre toute attente, en tout cas pour nous, pour le grand public. Certainement, c'était préparé. C'était certainement préparé, mais pour nous, c'était quelque chose un événement. Donc, s'agissant de la rentrée politique, notamment
ce qui s'est passé avec le président Macron, avec nos différents élus, les chefs des dignitaires parlementaires, peut-être pas maire, mais il y avait un certain nombre d'élus. L'appel de Martinique, de Fort-de-France, comme on l'a dit. Pour répondre à l'appel de Fort-de-France. Bon, maintenant, il s'agit de savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais avant la rencontre, j'ai entendu un certain nombre de propos, notamment et non des moindres, hein, que ce soit les chefs des dignitaires à Fort-de-France ou à Martinique, en Guyane, et un petit peu moins en Guadeloupe quand même, mais il y a quand même des propos disant qu'on ne va pas faire un dîner, on ne va pas manger dans quelque chose d'aussi sérieux, d'aller participer à un repas pour discuter des problèmes de la Guadeloupe. Moi, j'ai trouvé... Et en fait, on a vu que tout le monde, après coup, aujourd'hui, on est à l'aise pour dire que tout le monde est sorti plutôt satisfait de cette rencontre. Et c'est là que nos élus, que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs, posent un problème à la population. Et on voit bien que ce déséquilibre qu'il y a entre l'analyse avant coup et ce qui s'est passé après coup, c'est dire que nos politiques n'arrivent pas à appréhender une situation. Parce que personnellement, je sais que ce qu'on obtient, pour être un petit peu dans le rouage économique du pays, ce qu'on obtient à travers un repas, à travers un déjeuner, une invitation au restaurant, des fois on met des années pour l'avoir par le chemin traditionnel, classique, normal, je dirais. Et une fois que la décision a été prise, avec les responsables, que bon, je vais te donner, je sais pas, un aéroport de ta commune. Mais c'est fini, hein. Après, c'est les services qui se mettent en branle. Et c'est là que je dis que nos élus, et même au-delà des élus, un petit peu chez nous, c'est un petit peu comme ça, on n'arrive pas à appréhender, on est toujours dans une opposition systématique, une querelle, un combat. Et le terme combat, vous avez remarqué, je n'utilise pas souvent ce mot-là. Mais ça manque d'épaisseur, ça manque de dimension pour pouvoir aller au profondeur des choses et répondre à l'exigence que demande le développement du pays. C'est très bien dit. On va venir donc à Raphaël. Alors j'ai bien compris, hein, le repas, c'est la façon embryonnaire des belles choses. Mais il faut passer d'abord par le souvent, repas. c'est par là que ça se décide. Enfin, la vision. Alors Raphaël, oui. Bonne rentrée aussi. Le thermomètre social était à la bonne température. Premièrement, pour les repas, les promesses faites pendant les repas n'engagent que ceux qui ont participé aux libations. Il y a un terme. Dans la réalité, il y a quand même le business, des affaires sérieuses, les invités sur des dossiers. Et puis il y a des repas où toi et moi nous sommes et on se laisse aller. Et puis c'est à la limite de la démagogie. Une petite parenthèse, hein, pendant que tu parles de repas, Madame Seymour a déjà arrêté la date pour Eco Club. Hein. Ah ben d'accord, c'est parfait. Alors, pour revenir à la rentrée, alors je ne sais pas si c'est atypique ou classique, ça se rejoint un petit peu. À partir du moment où je considère depuis un bon bout de temps que la crise est devenue l'ordre naturel des choses. Et c'est une rentrée de crise, mais en même temps, ce qui m'interpelle le plus, c'est que dans cette rentrée de crise larvée, de crise latente, il me semble qu'on a changé de cap. Pendant longtemps, la crise était là, bon, tout le monde le sait, on a des situations de crise, bon, etc., etc. Mais là, je crois que... Non, il y a... Bon, la rentrée scolaire, faire 4 jours embaucher 4000 personnes juste 2 jours avant la rentrée, en leur donnant 4 jours de formation pour les élèves, c'est un peu gros de Roquefort, comme diraient mes amis de mangeurs de fromage, et etc., etc. Non, c'est plus possible, c'est pas possible, on gère pas comme ça. Et bon, en plus, quand on sait vers où on va vers une crise alimentaire avec ça, on va vers une crise énergétique, et l'hiver, on ne sait pas s'il sera chaud ou quoi que ce soit. On va vers une crise des services publics, et là, on peut en parler. Il y a le Covid aussi, qui s'est pas passé. Il y a le Covid, le bilan n'a pas été fait, etc. Donc, on est manifestement dans un état de crise en tension, ou sous tension, mais la corde est déjà vraiment raide. Et cette rentrée-là, non. Je crois que qualitativement, il y a des choses que nous a fait avaler, qu'on a avalé parce qu'on ne veut pas que ça pète. Bon, les gilets jaunes reprennent le dessus aussi. Mais non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et donc, tout le monde redoute les quelques mois à venir
pour peu que le froid arrive un peu plus vite, un peu plus tôt, sitôt qu'un port est bloqué en Ukraine et que les céréales ne circulent pas. La misère, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est partout, et elle est très proche, et notamment les petits fonctionnaires qui s'en sortent pas du tout. Donc rentrée, oui, elle s'est faite. Elle s'est faite sous une tonalité mortifère, pratiquement pour certaines personnes, mais comme dirait la formule, le pire reste à venir. Le pire reste à venir. Alors, c'est bien dit aussi. Hein. Alors, Édouard, quand on assiste Raphaël dans l'analyse des éléments de contexte, on voit les éléments de crise, le Covid, la situation sociale qui est préoccupante. Enfin, disons, l'état du local et du global. En dépit de ça, nous avons une rentrée. Nous avons une rentrée ici, des rentrées scolaires, universitaires, politiques, eh bien, tout se passe bien apparemment. On a le sentiment d'avoir une très grande sérénité. On se trompe ou bien... Il ne vous a pas échappé que sous nos latitudes, nous avons encore de douces nuits. Et que oui, relativement, ces rentrées-là se passent bien. Mais dans le fond, et je crois que je rejoins totalement Raphaël sur le fond, pas tant la forme. La rentrée scolaire, elle est institutionnalisée. En tout cas, les rentrées sont institutionnalisées. Et elles suivent le processus normal d'un calendrier défini au préalable. Et évidemment, elle est aussi le moment des cortèges justement de difficultés où on met en exergue ce qui ne va pas. Quoi qu'il en soit, elles se font. Peut-être différées pour certaines rentrées que nous avons connues, elles se font. Et vous l'avez souligné, une rentrée scolaire sortie d'une crise sanitaire mondiale majeure, quand même, la Covid, sur ça. Nous reprenons presque comme si rien ne s'était passé, nos habitudes, nos fonctionnements, mais une rentrée scolaire sur un fond de crise mondiale, avec justement cette guerre, ce conflit ouvert en Ukraine, et qui justement a des retentissements socio-économiques mondiaux, et singulièrement l'inflation. Et ça, mon Dieu, j'en suis, puisque je suis père de famille, j'en suis assez circonspect, puisque le matériel scolaire, il a augmenté, et le prix de l'essence s'envole dessus, et les conditions, justement, d'alimentation en Guadeloupe sur certains produits de première nécessité, ce fameux bouclier qualité prix, là-dessus sur ça, là-dessus, justement, on ne trouve pas son compte. Bref, une situation quasi tendue, qui fait que, justement, cette rentrée-là, en tout cas ces rentrées-là, ont un goût amer. Maintenant, les conséquences, c'est comment, justement, amortir le choc. Parce qu'il ne nous a pas échappé non plus que les salaires, pour autant, n'ont pas augmenté. Oui, et donc, cette situation met bien en évidence une autre situation, c'est celle de vivre carrément à ne pas savoir comment on terminera la journée, ou en tout cas comment on terminera le mois. Donc, ce qui montre bien qu'une rentrée sur fond de crise majeure et de crispation sociétale, et qui nous amène à une situation carrément de quasi-questionnement, et qui commande que justement que les politiques publiques doivent se mobiliser, en dehors effectivement d'avoir un bon dîner à l'Élysée, mais il est très intéressant qu'on puisse se poser des questions majeures sur cette flambée de prix, notamment de l'essence, dans nos départements d'outre-mer, où on sait très bien que justement cet élément-là, il est à forte valeur ajoutée, puisque nous avons besoin de mobilité. Nous ne pouvons pas nous déplacer, économiquement parlant, d'un point à un autre, si nous avons des prix de l'essence qui ne cessent de croître. Et sans compter les conséquences, bien évidemment, je l'ai rappelé dans mon propos liminaire, sur le prix de l'alimentation. Donc, vous avez de plus en plus une paupérisation d'une frange de la population et une sectorisation, une situation de relégation sociale, et qui fait que la Guadeloupe risque de connaître une grande récession. Et à côté de ça, il y a des gens qui essaient de se battre, qui essaient de subsister, d'exister. Donc, on ne peut pas justement faire comme si de rien n'était, on ne peut pas regarder ce qui se passe, et cela conditionne et questionne davantage, justement, notre statut, notre positionnement, et comme vous voulez mal le rappeler, au global. Et ça, c'est très important. C'est très important, oui, c'est important. Alors, j'ai bien noté, hein, rentrée scolaire, rentrée universitaire, disons, rentrée dans une morosité ambiante, n'est-ce pas, marquée par crise sociale,
enfin, crise sociale. Mais lié à un conflit. Il y a tout un certain nombre de facteurs, d'ingrédients, n'est-ce pas, je vais bien le dire, n'est-ce pas, qui expliquent une situation, un contexte marqué de morosité. Et en dépit de cela, eh bien, il y a la rentrée. Alors, la question que sans doute on va aborder après, concerne le politique, les alternatives. Quelle alternative du monde politique? Alors, avant de venir à ça, nous sommes avec notre ami Nico. Oui. Nico, tu nous as entendu, donc tu as vécu, oui, tout à fait. Il y a une couverture sociale de la rentrée, tu vois actuellement même dans l'Hexagone, sur le plan politique, un grand mouvement, une grande journée, je crois, de la gauche, n'est-ce pas? Il y a des affrontements de chefs de parti. Alors, disons les rentrées, quelle est ta vision? Quelle analyse as-tu de ces rentrées? D'abord, Jean, tu vois, d'un point de vue purement de la pensée, puisque Éco-Club aime distiller de la pensée d'abord. C'est parfait, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que l'humanité aime bien initialiser, aime bien commencer, aime bien poser les premières pierres, même si elles sont illusoires. Parce que le commencement, et surtout en Occident, hein, pour les Chinois c'est autre chose, mais le commencement a une force exceptionnelle. D'ailleurs, chez Platon, commencer et commander, c'est le même mot en grec. Donc, quand on ne contrôle plus les choses, on décrète un commencement. Et en décrétant un commencement, en initialisant, on peut faire croire, ou se faire croire à soi-même, hein, qu'on commande quelque chose. Mais en fait, Édouard a raison, on ne commande rien. Ce qui est vrai, c'est qu'on tente de ritualiser la violence parce qu'elle serait insupportable. Elle est insupportable si on est en face d'elle. Et Raphaël est mieux placé que quiconque, je pense, pour nous expliquer cela. Les violences sont telles que pour pouvoir les supporter, on ritualise. Alors, on fait des débuts, on fait des dîners, on fait des marches, on fait des rencontres, mais en fait, le fond du débat, c'est le rapport à la violence qui est très, très, très forte et la souffrance qui est très, très forte. Moi, je vois ça comme ça. Je vois vraiment un effort humain ou politique, plus précisément, de ritualisation face à une violence qu'on ne contrôle pas, face aux incertitudes qui mènent le bal, en fait. Mais pour parler de nos élus, et sans en parler de trop, on en parle tout à l'heure, le fameux dîner. Bon, moi, je suis là où le dîner a eu lieu, mais je n'étais pas invité, je vous rassure. Mais je voudrais rassurer certains Guadeloupéens pour leur dire une chose. Il y a une coupure, apparemment. Il y a une coupure à son niveau. Je reprends la main. Alors, vous voyez, Nico a bien donné la bonne version de... Oui, je ne sais pas si c'est la bonne version, mais il introduit l'idée de la violence latente qui est là et qui, effectivement, pose problème. On est tous les analystes que nous sommes conscients sur le fait qu'il y a quelque chose qui est contenu, qui est retenu. Ça peut être à travers ce que disait Nico, le rituel du commencement, des commencements, comme si on commençait chaque jour quelque chose de nouveau. Ça peut être sur la ritualisation, mais il y a quelque chose qui est contenu, qui fait peur. Et qu'est-ce qui fait peur? C'est la violence subie au quotidien. Violence J'avais un professeur, Jacques Léoté, à l'époque quand je faisais criminaux, qui a écrit un bouquin sur la violence des honnêtes gens. C'est ça qui est contenu. C'est-à-dire que c'est une violence qui est une violence des gens, de la population, qui ne trouvent plus les moyens de joindre les deux bouts, d'accepter une quotidienneté qui leur pèse de plus en plus, et puis avec cette hypothèque sur l'avenir qui fait qu'on sait que l'avenir sera pire que le passé. C'est pas possible, ça, c'est une anti-évolution. C'est ce sentiment de peur, de panique. Oui, d'autant que quand vous avez un président de la République qui vous annonce, et bon, on n'est pas des idiots non plus, on n'est pas de la dernière pluie, qui vous annonce là, comme ça, que nous vivons la fin des temps des abondances, cela sonne véritablement comme un président qui est dans une contradiction perpétuelle et qui est propre à lui-même. D'ailleurs, aujourd'hui, je dis ça, demain, je dis le contraire de ce que j'ai dit. Mais nous annoncer que nous vivons une fin des abondances, c'est bien montrer, manifestement, que déjà de un, je maîtrise rien. Et que je suis contraint, justement, de vous annoncer ce qu'il y a de pire qui puisse arriver.
Parce que, au nom de ne pas maîtriser justement la situation en Ukraine, ou en tout cas de ne pas connaître les conséquences, ou si ce n'est de ne pas les anticiper, je vous prépare justement à des dispositions justement contraignantes. C'est une vérité. Et ça, on le dit doucement, alors que la vérité, elle est là. La vérité, c'est que nous sommes dans une situation d'hyperinflation et de récession. Et donc, récession économique, attendez, vous avez vu les délais d'attente, justement, de la commande de marchandises? De marchandises, de blé, de pièces. Non mais, attendez, et puis je me permets aussi de rajouter, sans compter la taxe aussi frauduleuse que malsaine qu'on nous fait payer à chaque fois que nous commandons de l'extérieur. Oui. Hein? Et donc, dont personne n'arrive à expliquer véritablement pour quelle raison on est encore surtaxé lorsque nous faisons entrer des marchandises, justement, parce que nous avons acheté à l'étranger, ou à l'Hexagone, là-dessus. Donc, il y a cette situation d'hyperinflation, de violence pécuniaire, qui fait que, de plus en plus, nous paupérisons une population, nous la contraignons, nous la commandons, justement, à être encore plus aigrie qu'elle ne l'est déjà. Et donc, ces violences-là, justement, sont le corollaire d'une situation non maîtrisée, et un peu hasardeuse. Réaction très rapide, peut-être. Oui, alors, Après, on vient quand on parle de situation non maîtrisée, je suis tout à fait d'accord de ce que Edouard précise. C'est vrai que il y a des situations, par exemple, la situation internationale, la situation mondiale aujourd'hui, c'est une situation qui est un petit peu imprévisible. Et même pas un petit peu imprévisible, c'est une situation imprévisible. À n'importe quel moment, ça peut basculer. Et ça a des répercussions sur le monde. Alors, les idéologies, lorsqu'on est socialiste, on est NUPES, on est de droite, de gauche, on a une idéologie. Mais aujourd'hui, et ça a toujours été comme ça, on est obligé de revenir à la réalité, à la vraie vie, de ce qu'on vit aujourd'hui. Et effectivement, Edouard a raison lorsqu'il parle de situation non maîtrisée, parce que on a eu peut-être une certaine idéologie à défendre, et aujourd'hui, la réalité nous attrape. Il faut s'adapter à cette réalité-là. Et qu'on soit communiste, qu'on soit NUPES, qu'on soit droite, qu'on soit gauche, qu'on soit Macron contre Macron, on est obligé de revenir à la réalité pour gérer avec la réalité. Et je prendrai un exemple. On a entendu pendant la campagne électorale pour les élections présidentielles, le nucléaire, il fallait bannir le nucléaire. Oui. Il fallait bannir le nucléaire, surtout au niveau des écologistes, au niveau des communistes, un petit peu plus vers la gauche que vers la droite. Il faut bannir le nucléaire. Aujourd'hui, même les écologistes demandent du nucléaire pour faire fonctionner la force et pour ne pas avoir de foi à l'hiver prochain. Donc c'est dire que comment l'idéologie, c'est une chose. Moi, je suis pas. Enfin, j'essaie autant que possible de ne pas être trop idéologue, mais de m'adapter à cette vie, parce que je suis toujours, tous les jours, confronté à cette réalité, et je dois m'adapter tous les jours à cette réalité. Donc, voilà un peu ce que le monde est changeant, le monde est changeant, il faut s'adapter. Raphaël, ensuite on vient à Nico. Je rebondis sur Raymond, parce que j'adore quand Raymond parle. C'est concret. Non, c'est concret. Le problème, Raymond, c'est que c'est l'idéologie, elle est toujours là. Le marché est une idéologie. Et donc, ce à quoi, cette fameuse réalité dont tu parles, à laquelle il faut s'adapter, c'est la réalité du marché. C'est pas la réalité voulue par les idéologies ou la réalité posée par les politiques. C'est celle qui est imposée par le marché, les accords de ceci, l'OMC et compagnie. Or, cette idéologie du marché, on le sait depuis un bon bout de temps, c'est une idéologie de la cupidité monétariste. Ça veut dire que c'est l'argent. Et le profit à tout craint. Et donc, c'est sur ça maintenant qu'on souffre. Et donc, quand on revient à ce que disait tout à l'heure Edouard, sur l'abondance, c'est pas la fin de l'abondance qui pose problème, c'est la nature de la redistribution. Et nous sommes dans des sociétés redistributives, et c'est là que le marché pose problème. Pendant la période dite d'abondance, si tant est qu'elle ait existé, qui a gagné? Qui? Et c'est le problème de la taxation des super profits de maintenant. Hein. Qui s'est gonflé la panse? C'est pas le peuple, c'est pas les malheureux, c'est pas vous et moi. Nous, on a gagné l'argent de notre travail, sans plus. On n'a pas fait plus de dividendes que ça. Bon, et maintenant que soi-disant cette abondance qui a été absolument pas redistributive de manière démocratique, égalitaire, maintenant que cette abondance est assignée à résidence, on va encore demander ou vouloir demander au petit peuple de régler ou de servir de variable d'ajustement structurel, mais ça passera jamais. Et c'est pas la réalité, c'est une réalité. Et c'est une réalité perçue par un certain nombre de gens qui vivent de la cupidité des intérêts ou des dividendes capitalistiques.
Oui, Jean. Alors, on va revenir de la progression Jean, directement dis-moi, à Jean. notre ami, nos amis en visio. Il est Nico. retourné là, notre. Oui, Jean, Ah, dis-moi. alors, Nico, tu nous as bien entendu. Oui, très, dans très, ce très bien. monde, ma foi, Mais- de grande turbulence, mes amis de- d'angoisse, d'incertitude, n'est-ce Très pas, où on voit que le global vacille, le national vacille, tandis que le local souffre. Le local souffre. Alors, comment, je dirais, aborder toutes ces problématiques, n'est-ce pas, d'abord sur l'angle, je dirais, sans doute sur l'angle, pas idéologique peut-être, mais sans doute économique. Non, Jean. Et social, En fait, je ne sais pas. moi, Jean, pour le dire simplement, autour de cette table, le seul socialiste serait Moralaï. Je t'écoute. Le seul socialiste serait Moralaï, puisque Jaurès a dit que c'est quoi le socialisme? C'est aller à l'idéal en passant ou en intégrant le réel. Donc finalement, c'est ça, c'est cette vérité-là. Lorsque les gens veulent aller à l'idéal sans intégrer le réel, ben, ils nient un des plus grands penseurs Oui. de la modernité socialiste. Et je suis très heureux que ce soit Raymond qui nous ramène un peu au socialisme de base. Bon. Quand nous avons été interrompus tout à l'heure, j'en Oui, finis mais à allez-y, l'instant. vas-y. Je te disais que nos hommes politiques qui ont fait leur rentrée à l'Élysée, on leur a dit, mais qu'ils appellent ça? Ils n'ont pas à y manger, quand c'est nous pas fait pour y manger. Mais c'est oublier une chose, c'est que la France réfléchit aussi, la France est aussi intelligente, elle n'est pas nécessairement moins intelligente que nous. Parce qu'en fait, le travail est divisé en deux morceaux. Hein. Ce travail de décolonisation à la Macron, il y a deux étapes. Il y a Oudinot-Beauvau, le ministère de l'Outre-mer et l'Intérieur, où visiblement, il y a le collaboratif a lieu là. C'est là où ça se passe, le collaboratif, Oudinot et Beauvau. Par contre, le festif a lieu à l'Élysée. Lorsque vous arrivez à l'Élysée, c'est que vous avez déjà travaillé avec Darmanin, les échanges ont eu lieu là. Bon, et puis, on prépare, je pense, le festif chez Macron. Parce que vous verrez que de ce dîner est sorti tellement d'engagement, peut-être comme dit Raphaël, qui n'engage que ceux qui ont déjeuné, qui ont dîné peut-être, mais tellement d'engagement construit que dans un dîner, même si on a beaucoup bu, on ne peut pas sortir autant de mesures, autant de programmation. Donc, je tiens à le dire, je suis dans ce pays-là, même Serge Letchimy n'était pas fâché de la sortie du dîner, et Serge est toujours fâché. Très satisfait apparemment. Et donc, ça veut dire que cette rentrée, elle est parfaitement ritualisée au niveau de la France, elle est parfaitement orchestrée au niveau des élus de l'appel de Fort-de-France. La seule question, et ça je me rallie à Raymond Ramaille, c'est le réel ou les réalités. Comment va-t-on passer de ce discours collaboratif d'abord, festif ensuite, à la prise en compte des soucis des gens, de la pauvreté, des grands défis, des grandes transitions. C'est ça le vrai problème. C'est très bien dit. On voit bien que le réel, c'est donc c'est extrêmement changeant, mouvant, et que lorsqu'il y a lieu de s'adapter au réel, ce n'est pas toujours évident dans la mesure où, lorsque des mesures sont prises dans une politique publique, un exemple, avant même qu'elles aient leurs effets, on voit l'impact. Il y a quelque chose qui change. Nous sommes dans quelque chose de pas évident du tout. Ça, je suis d'accord avec toi, Raymond, avec toi, Jean, si on est sous l'empire du réel. Bon, sinon donc le réel est changeant, le réel est ceci. Ceci dit, dans une autre réalité, dans une autre approche, et notamment une approche politique, le réel n'est pas un enfermement. C'est la condition d'analyse du projet politique. Or, en fait, si on enferme le réel dans des contradictions, c'est la négation même du politique, puisqu'il n'y a pas de projet. Or, en fait, le problème, c'est retrouver du désir ou de la désirabilité, retrouver du développement, retrouver du consensus pour se projeter vers l'avenir. Pour se projeter, travail de projection. Travail de projet, par définition, le politique, c'est un projet à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Or, en fait, si on s'acoquine en permanence
le réel et qu'on essaie de tutoyer le réel, eh bien, effectivement, c'est la guerre d'Ukraine, il n'y a pas d'énergie, et pour cause, c'est ce que tu disais, effectivement, par rapport à l'énergie nucléaire. Quand c'était hier, c'était bon, c'était pas à la mode à cause des écologies. Maintenant, ça devient un mode de match parce que le vent a tourné, etc. Donc, le réel, en soi, par définition, c'est une girouette. La volonté politique, la projection et vouloir le bonheur des gens, c'est un grand mot. Mais avec eux, Oui. par définition, ça, c'est un projet politique. La versatilité du réel. Alors, oui, pour revenir excuse-moi, Edouard. Édouard, Vas-y, Benoît. Oui, pour rester dans le domaine du réel et pour revenir sur cette rencontre avec les chefs d'édilité et le président de la République, les chefs d'édilité de l'Outre-mer, on a bien vu que tout le monde est sorti satisfait. Même avec des sensibilités différentes, hein, parce que la sensibilité de M. Mussington, ce n'est pas la sensibilité de M. Letchimy. Et donc, tout le monde est sorti satisfait. Mais est-ce qu'ils avaient le choix? C'est une question aussi qui se pose. Est-ce qu'ils avaient le choix? Et moi, je vous dis que personne n'avait le choix. Ben, Ah bon? absolument. Et ils ne se sont pas posé la question, en fait. Personne n'avait le choix. Aujourd'hui, tout le monde est à genoux. Exactement. J'écoute. Tout le monde est à genoux. Et donc, on n'a pas le choix. Et personne aujourd'hui ne peut dire que, bon, comme vous ne nous aidez pas, eh bien, nous allons faire de nous-mêmes. C'est pas possible. Sinon, ces mêmes personnes risquent de se faire lyncher en retournant chez eux. Ou en tout cas, à 2 ou 3 ans après. Parce que nous ne sommes pas dans un contexte où on peut dire ça. Sauf, j'ai entendu les leaders syndicaux dire, mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher dans ce débat-là, dans ce dîner-là? On n'écoutait même pas Harry qui parlait, etc. Et faire sortir la casa nous, laissez-nous tous à la casa nous. Mais j'aimerais bien savoir comment il va faire pour maintenir mon niveau de vie aujourd'hui, mon train de vie, même si c'est pas bon, même si avec toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui, mais est-ce qu'il pourra, ce syndicaliste, nous permettre de conserver ce niveau de vie que nous avons, ce train de vie que nous avons, même avec toutes les difficultés que nous avons. Il risque d'avoir quelques soucis, celui-là. Au cas où nous y arrivons à ce dont il propose. C'est une analyse, n'est-ce pas, qu'on entend beaucoup d'ailleurs. Alors, Édouard, on vient à toi. Nous éclairer dans tout ça. Mais doit être calme. Non, mais Dramatiquement calme. Non, mais j'écoute. Je crains que la tempête. Il nous habitue à... Je crains que la tempête devienne tapée. Non, mais c'est une rentrée en douceur. Douceur. Allez, vas-y, alors. Non, mais je suis très content d'avoir entendu Nico. Et Nico, comme d'habitude, met le pied dans le plat. Et puis, j'étais interrogatif sur ce qu'il disait, parce qu'il a raison. Parce que on vient sur le spectrum de ce qui s'est passé à l'Élysée. Et moi, je suis inquiet. Peut-être mon silence, c'est ça, c'est l'inquiétude qui m'anime. Vous savez, je suis un peu comme François Fanon, qui disait que son ultime prière, c'est « Tête, ô mon corps, fait de moi un homme qui toujours interroge ». J'ai en résonance avec l'appel de Fort-de-France, celui de son prédécesseur, l'appel de Basse-Terre. Vous savez, Oui, j'essaie de comprendre... l'appel de Basse-Terre. L'appel de Basse-Terre, en 99. C'est l'appel de Basse-Terre, encore... Ouais, c'est la déclaration de Basse-Terre. La déclaration de Basse-Terre. Bon, L'appel de Basse-Terre. En tout cas, qui se veut plus être un acte de courage politique, à vocation d'action politique, puisqu'elle demandait, en tout cas cette déclaration, cet appel demandait, postulait qu'il y ait une véritable évolution institutionnelle. Il fallait que les départements d'outre-mer puissent s'ériger en force de réaction, à pouvoir justement dire, voilà, nous pouvons, nous, penser, effectivement, pour nous, sans sortir du contexte franco-français. Et puis parce que cet engagement politique, cette action politique qui conduisait justement à une façon de piloter les départements d'outre-mer avait comme corollaire, en 2003, justement, le débat sur l'évolution institutionnelle, qui malheureusement, à cause de ne pas voter chat en sac, donc les Guadeloupéens n'ont pas souhaité justement voir la Guadeloupe devenir une assemblée unique. Mais c'était là les prémices de ce que nous vulgarisons aujourd'hui et gargarisons de concentration ou tout simplement de mise à disposition du pouvoir local, oui, domiciliation du pouvoir local, mais enfin écoutez, voilà, c'est ça. Mais depuis 2003, avec cette déclaration de Basse-Terre, nous étions justement dans cette logique où nous devions déjà penser, nous, la crise sanitaire majeure qui s'est ouverte à nous,
a été d'ailleurs l'occasion, le baromètre justement, constatant que nous avions des difficultés à penser nous. Et puis, n'oubliez pas qu'entre-temps est intervenues les élections présidentielles, où véritablement le président de la République s'est ramassé la plus grosse des patates des ignames brisés de la Guadeloupe au visage. Et ça, en réponse, il a repris les mains en disant, moi, je fais justement de ce ministère des Outre-mer un ministère carrément stricto sensu régalien, parce que je mets un ministre d'État, le ministre justement de l'Intérieur, en charge de cette affaire-là, directement. C'est le signal de renforcement de la capacité du gouvernement à prendre en compte nos parts, ce dont nous avons vraiment besoin en termes de développement économique, mais la peur de ce que nous pourrons être demain en termes justement de force de révolution. C'est ça. Donc, on nous cadre, on nous encadre et on nous cadre dessus. C'est une mauvaise réponse, un mauvais signal. Et puis, il ne faut pas oublier que la déclaration de Basse-Terre a eu aussi pour deuxième corollaire le discours de Madiana de Jacques Chirac en 2000. Oui. Et le discours de Madiana de Jacques Chirac en 2000 était sur 4 piliers fondamentaux, dont un, c'était de pouvoir dire au département d'Outre-mer, je souhaite que vous puissiez effectivement rééchanger avec votre zone naturelle d'échange qu'est la Caraïbe. Que les départements d'Outre-mer deviennent effectivement les figures de proue de la France, justement, soit l'interlocuteur direct des agents de la Caraïbe pour la France. Le troisième pilier, c'est que l'organisation administrative française soit aux côtés, justement, des décideurs locaux. C'est pas ce qui se voit. Et le quatrième pilier, c'était celui de rappeler tout ce que vous voulez, mais toujours dans le cadre républicain. Et c'est ce quatrième pilier qui est dangereux et pour lequel nous sommes encore hésitants, le cadre républicain. Mais c'est celui qui, justement, malgré les révisions constitutionnelles, nous borde toujours dans un précaré écrit. Oui, vous ne pouvez pas aller plus loin que celui-là, sauf si vous décidez d'être dans une situation... Casser code. Ce qu'on n'appelle pas une autonomie, mais c'est une indépendance, là-dessus sur ça. Vous êtes libre. Donc, moi, je crois que l'appel de Basse-Terre, l'appel de Fort-de-France, est là encore, pour moi, un faux bilan de la déclaration de Basse-Terre. Subsiste, c'est mon mot de la fin, subsiste uniquement la déclaration de Basse-Terre, qui a eu pour action politique les évolutions institutionnelles. Aujourd'hui, la déclaration de Fort-de-France, l'appel de Fort-de-France, n'est malheureusement, là encore, que d'une série de pleurs pour rappeler encore au président de la République que nous existons, que nous avons des problématiques, qu'il connaît particulièrement, et il vous l'a rappelé lors des assises des Outre-mer, à travers le livre bleu, où il a encore consacré les vrais problèmes des départements d'Outre-mer. La balle est dans notre camp, elle n'est pas encore forcément dans les mains plus qu'élyséennes, et Nico a raison de rappeler. La France pense, ils savent, ils anticipent. C'est à nous de vouloir, de savoir ce que nous voulons pour nous. Alors, je ne sais pas si on va passer le débat. Mais je pense que la question que nous allons aborder, nous sommes dans le contexte. Ça veut dire que, pour faire le point un petit peu entre Raymond et les idées de Nico et d'Edouard, on a d'un côté un appel de société ou une déclaration. Ça veut dire que là, on est vraiment dans une logique antillaise. La logique antillaise, c'est le déclaratif. Parler. L'oralité, le psychopalabre. Le peuple de l'oralité. La parole n'engage pas. Oui. Bon, d'un côté. De l'autre côté, il y a Raymond, qui est dans le réel et dans une perception de la réalité qui est la sienne, qui est une réalité économique, qui est une réalité de survie, etc. Qu'est-ce qui va lier le réel, même si on l'a au déclaratif? Le déclaratif, c'est bien gentil, mais parole n'en bouge pas charge. C'est la définition même du déclaratif. Eh bien, c'est le projet. Or, tous les projets politiques faits localement sont en échec. Et malgré les multiples crises, qui sont des ruptures de rationalité qui vous montrent bien que votre système ne fonctionne pas ici, puisque manifestement, ça nous met encore plus en faiblesse qu'auparavant. Donc, on est dans une espèce de go-between entre fit et fente qui est totalement intolérable et qui se crée du malaise en termes de développement.
On passe très rapidement à Nico tout à l'heure, parce que oui. quand il a au-dessus Je avec vais- Nico, je- il a sans doute ses points de vue, c'est en visio, hein, il a Oui, quand oui, même... on y va va, poursuivre avec lui. donne-lui la parole. Allez, vas-y Nico. Brièvement, je vais redire sans doute moins bien ce que Édouard et Sir Raphaël viennent de dire. Moi, j'ai l'impression que l'appel de Bastère, de Lucette du Chevry, Oui, c'est un appel tellement puissant déclaration, que dans l'expression, il y avait de la sécession dans l'air. C'est ça, c'est exactement C'est ça. un appel de la sécession dans l'air. Absolument. Par contre, la déclaration de Fort-de-France, il y a quelque chose de l'ordre de la cessation de paiement. Ah, ça, c'est plus fort, ça. C'est pas pareil. Pas pareil, c'est pas La pareil. sécession et la cessation de paiement. Oh, C'est-à-dire je vais que payer au Nico. nos régions Ils sont, sont pour à ainsi genoux, dire, tout le monde est à genoux. en cessation de paiement et on le déclare au président de la République qui doit trouver des solutions, un calendrier, voir comment on peut Des faire. procédures collectives. Oui. Voilà, exactement, des procédures Procédures collectives, collectives. Ah, voilà, mais comme tu les te juristes. rends compte de la panique que tu laisses planer là, sur ce pays-là, la Guadeloupe? Exactement. Cessation de paiement? Donc, Lucette avait lancé un appel qui pouvait aller jusqu'à la sécession. Alors, mais c'est vrai que le défaut de projet aussi, comme dit Raphaël, c'est le gros problème, le défaut de projet. C'est Bougaindoula, les hommes d'État voient une génération de vent et les politiciens voient une élection à longueur d'une élection. À longueur Et d'une nous avons élection. beaucoup de politiciens et pas beaucoup, Voilà. hélas, d'hommes d'État. On revient tout de suite à nos politiques, on va venir, il y a des étapes très rapidement, même si ça marche Oui. vite. Allez, vas-y, Nico. Alors, je crois que sur le oui, plateau, y compris Nico, tout le monde est d'accord. Oui. Et, On a là-dessus le sentiment, hein, c'est un globalement, consensus avec général. avec sur le sa plateau. nuance. Les Mais je- coulisses sont d'accord entre eux. et donc, ça prouve qu'il y a une réalité dans le pays et que nos politiques, quelque part, sont déconnectés de cette réalité. Et j'en veux plus preuve. Lorsque j'entends Pierre-Yves Chicot dire qu'il y a une obsession Statutaire, de changement. de statutaire et pour changement de... Pas il y a les statutaires et l'autre, c'est quoi? C'est institutionnel. Institutionnel. Il y a une obsession de la part de nos politiques. Et j'ai bien senti qu'il y en avait sur le plateau de la télé nationale lundi qui était un peu gêné. Et donc, nos politiques se cachent derrière cette... On n'a pas le pouvoir, on n'a pas la domiciliation du pouvoir, on n'a pas... Et nous manque tel ou tel... on ne peut pas décider de nous-mêmes, par exemple pour le Covid, comme si quelqu'un aurait pu faire mieux que ce qui a été fait. Et donc, par conséquent, est-ce que lorsqu'on parle de développement et on a parlé de projet, on sent bien qu'il manque quelque chose. Et on se cache derrière le fait qu'on n'a pas le pouvoir. Il faut domicilier le pouvoir pour pouvoir développer la Guadeloupe. Or, avec la loi de décentralisation, pour le cas de la Guadeloupe, c'est peut-être pas le cas partout, pour le cas de la Guadeloupe, avec les pouvoirs du conseil régional, on peut développer, par exemple, les petits pots, le développement économique lié au pouvoir de la région. Mais qu'est-ce qui a été fait? Quel projet qui a été fait pour le développement du pays? Dans le cadre de la France qui finance. Alors, il faut dire, et là, je rebondis sur quelque chose que j'ai entendu, je ne sais même pas qui est-ce qu'il a dit. Effectivement, nous sommes dans un moment difficile où il y a l'inflation, et tout augmente, les salaires n'augmentent pas. Tout à fait d'accord. Mais on a vu la prise en charge de l'État. L'État, pratiquement, tout est devenu étatisé aujourd'hui. Pour acheter à manger, c'est l'État qui paye. Pour payer de l'essence, c'est l'État qui paye. Pour la rentrée scolaire, c'est l'État qui paye. Il y a une compensation qui se fait de la part des contribuables, de précisément ceux qui peuvent, à travers les impôts, à travers de la pression fiscale, pour financer ce genre de choses. Et endetter le pays. Donc, il y a une compensation qui se fait, il y a un moment difficile à passer, il faut trouver des solutions. Maintenant, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, que ce soit Macron, Chirac ou je ne sais plus qui, il faut bien qu'il y ait des mesures qui soient prises pour aider la population. Quelques secondes. C'est-à-dire que... Je vais poser la question. Pour revenir à ce que Raymond dit rapidement, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait une folie, une frénésie pour une évolution institutionnelle là-dessus. Il y a un besoin, effectivement, d'évoluer. C'est clair, là-dessus sur ça. Et je rappelle encore une fois de plus, nous avons des précédents. Le rapport Listamaya a rappelé effectivement, justement, ce besoin d'évolution institutionnelle. Nous avons des pistes de réflexion. Nous ne sommes pas un livre blanc où il faut tout réécrire. Tout est déjà écrit. Nous devons juste continuer à écrire.
Aujourd'hui, justement, la seule difficulté que nous avons, c'est peut-être ce courage politique qui appelle, oui, la solidarité nationale marche, Raymond, elle existe là-dessus. Mais le courage politique pourrait commander, par exemple, pour quelle raison Total, justement, ne fait pas en sorte que la tarification de baisse qu'il devait avoir de 20 centimes sur le prix du carburant, elle le fait ici. Sous couvert que nous aurons des prix administrés, quelle raison qui empêcherait nos élus de questionner Total et de demander à Total justement de revenir dessus. Donc c'est cette frange-là, cette petite frange-là, ce courage-là de pouvoir dire mais nous pouvons aussi parler pour l'État à certaines grandes puissances économiques. Alors, nous avons très bien compris pour faire la transition, puisque l'heure approche tout à l'heure, on a bien compris que la périphérie dans laquelle nous sommes, n'est-ce pas, c'est ces fameux DFA, départements français d'Amérique, ou encore, comme disait, j'entendais récemment, dépendance française d'Amérique. Ce sont les termes qu'on utilise le plus souvent. On dit Rome plutôt. Voilà. Bon, alors cette périphérie a connu, ces DFA ont connu des moments forts. On a parlé de la déclaration de Basse-Terre, on a parlé également de Bandiana, n'est-ce pas, avec Chirac, et maintenant nous sommes à l'appel de Fort-de-France. Alors la question qui se pose, pour la Guadeloupe en tout cas, Guadeloupe, rupture ou dépendance? Ah ben, c'est ça une question. La Guadeloupe, rupture ou dépendance dans un monde qui est un monde de l'interdépendance. Mais c'est justement les choses, c'est vrai, tu as bien fait de poser la question comme ça, mais c'est plus possible de poser les questions en termes binaires. C'est fini. Toi-même, tu parles d'interdépendance. La complexité du monde est telle que maintenant que tout est connecté. C'est pas blanc ou noir, c'est pas jaune ou rouge ou gros ou intellectuel ou sportif ou des choses comme ça. Ce monde manichéen, ce monde binaire qui existait à un temps donné, c'est fini depuis la complexité. Dépassé. Il est dépassé, complètement dépassé depuis la complexité, parce que le propre de la complexité, c'est le paradoxe. Ça veut dire que les choses sont tout à la fois ça et leur contraire. Et comment on sort du paradoxe? C'est pas comme la contradiction. La contradiction, c'est binaire. Le binaire, on en sort par la guerre, hein, Ukraine, machin, et par le rapport au plus fort. Le paradoxe, on en sort par la co-émergence. Ça veut dire qu'il faut créer la voie de toutes pièces, politiques, intellectuelles, culturelles, qui permettent d'harmoniser des choses qui peuvent apparaître comme des contraires, mais qui ont des zones de compatibilité. Donc, trouver des zones de compatibilité et créer ensemble une convergence, une co-convergence pour aller vers quelque chose qui s'appelle le développement. Je donnais la parole tout à l'heure à la visio et je dirais tout simplement, je poserai la question aussi, dans tout ça, nos élus. Nos élus, ceux qui sont en charge de vendre le produit à la population. Mais ils vendent rien. La crédibilité, Ils où en vendent une est-on? dépendance. Est-ce que, bon, nos élus, quand on les analyse, ils sont dans un type de fonctionnement, je dirais de dynastie. On voit ce qui se passe, par exemple, à Sétane. Bah, oui. On en parle. On voit, il y a énormément de questions qui se posent. Alors, moi, j'ai envie de m'adresser directement à Nico, puisque tu es avec nous à milieu. Alors, quoi dire de cela? Nos élus sont-ils en capacité de convaincre? Et est-ce que le problème statutaire va régler, en fait, les problèmes que nous connaissons actuellement? Est-ce que le citoyen, ou à le welfare, le bien-être social, celui qui rencontre ses difficultés de tous les jours, qui a ses préoccupations, n'est-ce pas, que nous connaissons, est-ce que ce cadrage, la question du statut ou l'évolutionnel qu'on évoque, n'est-ce pas, peut régler les problèmes des Guadeloupéens, parce qu'il s'agit de la Guadeloupe, qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles? Alors, pour parler de la Guadeloupe, c'est quand même un paradoxe que la Guadeloupe ait d'abord lancé l'appel de Basse-Terre, Oui. et que la Guadeloupe a hérité le désappel de l'UREL. Ah, des appels de l'UREL. Ah oui, des appels de vous avez Lucien Piochevry dit que oui. lance un appel, et on a dit que cet appel-là, il y avait de la sécession dans l'air. Et quelques temps après, vous avez un homme, et non des moindres, hein, qui maîtrise bien les situations, c'est pas un ignorant, le jeu un homme d'expérience, un homme mûr, qui lui dit « Ne touchons à rien, restons comme nous sommes, et comme disait Édouard, n'achetons pas chat en sac. » Donc, et la Guadeloupe est dans ce paradoxe-là. Et la Guadeloupe aujourd'hui, des gens bien pensants peuvent dire carrément que nous, on veut laisser les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est assez triste dans un monde de la complexité où tout bouge, il faut s'adapter, être intelligent, être flexible, être agile. Bon, ça, c'est le premier paradoxe. Les autres élus,
je pense qu'ils n'ont pas de problème de statut, puisque leur population, leur base, ne semble pas exiger d'eux de porter aucun projet de modification statutaire. Donc, eux, ils n'ont pas de problème. Par contre, s'ils se placent dans le signe de la clairvoyance, de la responsabilité et du projet d'anticipation, ils devraient, à mon avis, être porteurs d'un projet de cette nature-là. Mais visiblement, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Peut-être, on me dit aussi qu'ils ne peuvent pas porter grand-chose parce qu'ils sont tous un peu corrompus et tenus par la police ou la gendarmerie, donc ils ne peuvent pas parler bien fort. Mais j'espère que c'est pas vrai. Mais en tout cas, pour finir, notre souci majeur, c'est de trouver notre jeu dans le jeu qui se joue. Et pour ça, il faut comprendre le jeu. Et c'est pourquoi Éco-Club est bienvenu pour aider les gens à comprendre le jeu, pour que la Guadeloupe trouve son jeu, son jeu collectif. Mais c'est vrai que les élus qui sont des élus français, pour la plupart, sont des élus de la conservation, des élus de la réélection, et pas des élus du projet, du dépassement. Mais, et c'est la chose que je voudrais qu'on dise, la France, elle, a son projet. Et lorsque j'apprends, moi, que la France prétend que d'ici à 2024, il y aura des réunions régulières avec le président pour faire le point de nos avancées et peut-être d'inscrire nos modifications dans le référendum sur la Nouvelle-Calédonie qui arrive, dans la révision 2023. De ce qu'est la France. Ouais. La France, elle a ses projets. Bon, alors, peut-être que ce ne sont pas les nôtres, je ne sais pas. Mais en tout cas, comprenons son jeu pour que nous puissions, nous, jouer notre jeu dans ce jeu-là. Et c'est ça, Raphaël a raison, ça s'articule autour du projet. Et ça, pour l'instant, nos élus sont, hélas, aux abonnés absents. Alors, si j'ai bien compris, nous sommes dans des jeux face à un enjeu ou des enjeux qui sont fondamentaux pour la Guadeloupe. Hein. Je crois que c'est ça, jeu et enjeu. Non, tu oublies le principal. Nous sommes effectivement dans des jeux qui sont porteurs d'enjeux, oui, mais qui sont piégés par des jeux. Par des jeux. Par des jeux. Il faut effacer les jeux, donc. Ou arriver à quelque chose de collectif. De collectif. En tout cas, le travail à faire est considérable lorsque on voit déjà au début, la question de l'appel de France, on a entendu déjà, il y a une satisfaction. Tout le problème qui se pose, enfin, il y a une satisfaction apparente, enfin, de ceux qui étaient avec le président. Toute la question, c'est de savoir comment vendre tout cela à la population. Nico ? Jean, oui, mais lorsqu'un homme politique te dit « on m'a fait une promesse, je suis content », c'est suspect quand même, c'est suspect. Parce que l'homme politique sait précisément que lui qui passe sa vie à faire des promesses, à ne pas les tenir, il ne peut pas se considérer, lui, face au pouvoir français comme un électeur. Normalement, il a un peu de bouteille. Il sait que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Hein. Il ne peut pas être content des promesses qu'on lui fait. C'est à lui d'avoir son projet et de se battre pour l'appliquer. Or, tout ça semble se faire sans les gens, sans la mobilisation des gens. Il faut être par le biais, comme dit le ministre chinois, par l'éducation, hein, la mobilisation citoyenne, que la base soit en mouvement autour de ce que nous voulons pour nous-mêmes. À ce moment-là, l'élu, légitimement, est le porteur de cela auprès du pouvoir. Mais quand derrière toi, tu as personne, que tu as éduqué personne, tu as mobilisé personne, tu as désamorcé ce qui a été amorcé par l'une des plus grandes d'entre nous. Comment veux-tu aujourd'hui dire aux gens, on va changer le statut, la France veut, je suis d'accord avec elle. Tu es à côté de la plaque. Autrement dit, tu es, quand dit Bougla, nous sommes un sauvage. Tu n'as pas de racines. Alors, on arrive bien, nous sommes à la fin de cette émission, on l'a bien compris, on pourrait très bien le dire aussi, hein, les citoyens sont au cœur de toutes ces questions-là. Il faut qu'ils le prennent. Les citoyens sont au cœur de cette question, et je crois que ce sera indiscutablement une orientation, comme on l'a vu avant, du débat, hein. Le citoyen, dans toutes ces questions qui font l'actualité de notre périphérie, de la Guadeloupe en tout cas, et surtout de la Martinique. Je crois qu'on va devoir se séparer, chers amis, des clubistes sur ce sujet, sur ce point-là. En tout cas, il s'agit pour moi de dire à vous, téléspectateurs, merci de nous avoir été fidèles.
Et à vous, clubistes, extrêmement dynamiques, experts de la question aussi. Nous remercie à toi, Raymond, à Nico, à Raphaël. Jean, Jean, les images sont belles. On les doit à Non, mes non, amis c'est de toi Corail. qui es beau. Il faut leur dire merci. Non, non, C'est non, vrai, merci. c'est beau. Non, 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 Ah, non. merci. non, non, non. Ma femme me Nico, regarde. Nico, Ma femme me Nico, Alors, non, merci, Nico, merci c'est à toi la qui es beau. technique, Jordan. Merci au staff Vraiment. de Canal 10 Vraiment, qui a appareillé l'entente en tout cas, dans les Jordan et malgré les Isabelle Corail, difficultés que nous c'est connaissons. super. Attends, il dit super, quelque c'est chose. super. Nico, reprends. Reprends la question. Non, je dis que ce qui s'est passé ici, c'est un pont d'image entre la France hexagonale et la Guadeloupe grâce à la prouesse technique de mes amis de Corail et de Jordan de Canal 10. Et Oui, c'est Merci aussi peut-être, à Canal 10, merci à Jordan qui a la Alors, technique. j'ai une mauvaise nouvelle. Je peux l'annoncer? Oui, oui. Oui. Il paraît que cette émission-là, elle peut même être conduite d'ici, comme on faisait, comme si j'étais parmi vous. Alors faites attention à vous. Ah bah oui, en tout cas, Ça chapeau peut pour me donner des l'image. idées. Hein, ça peut me donner des idées. En tout cas, je remercie C'est très beaucoup, bien. vraiment, vraiment. Et merci Nico d'avoir été des nôtres. Merci dans le contexte que nous connaissons. Et puis, qu'est-ce qu'on a à dire? À À la dimanche. prochaine, à dimanche prochain. À dimanche Et prochain. la rediffusion. Tout G pas G. Tout j'ai pas G, cassé Thibault en fait sa macaque. Et la rediff, c'est quand? La rediffusion, pas d'informations là-dessus, mais sur YouTube. Vous allez retrouver cette émission sur YouTube. Je précise que ça a été en direct sur Facebook, n'est-ce pas? Mais sur YouTube, on pourrait tout à fait consulter, regarder les émissions d'Éco-Club, parce que Canal 10, elle est tout à fait présente. Cette chaîne est présente sur YouTube. On peut visiter, quand on veut, les émissions d'Éco-Club et aussi les autres émissions. Voilà. Sur ce, on vous dit, chers téléspectateurs, passez un bon dimanche, une bonne journée, soyez prudents et à dimanche prochain, comme disait l'autre, si nous sommes encore en vie. Why not? Bye bye, Nico. Bye bye, mille fois.